Bien, ben, écoutez, on est ravis de vous retrouver une dernière fois, après, je crois, une vingtaine de séances, ou pas loin d'une vingtaine de rencontres, où on vous a fait un petit peu travailler, en vous demandant de vous projeter un petit peu dans 20 ans, et voir comment vous imaginez un peu votre vie, votre territoire de vie. Donc c'est un exercice qu'on espère que vous avez pu apprécier. En tout cas, on va échanger un petit peu avec vous. On va vous dire ce que nous, on a reçu de votre part, comment on l'a perçu, en faisant un petit bilan de ces réunions, de ces séances de travail. Donc, je vais passer la parole à Gabriel qui a préparé quelques supports pour présenter Oui, il y a quelques cette petits Mickey. analyse. Alors, je vous invite à vous rapprocher parce que le vidéoprojecteur du CCO commence à donner quelques signes de fatigue, comme il sert beaucoup. Donc, la lumière est pas terrible. Donc, c'est moi qui me suis effectivement fait les 18 séances exactement. 20 si on compte la première, celle de l'ouverture, et puis celle-ci. Alors on était un peu dans le même cas de l'expérience qu'on avait fait l'année dernière, hein, qui était de dire voilà, on est consulté sur une grande initiative lancée par l'agglomération qui s'appelle Ma Ville Demain, qui consiste à imaginer le territoire à l'horizon 2030. Donc imaginer le territoire à l'horizon 2030, l'intérêt c'est d'entendre ceux qui seront aux manettes, en tout cas, ou qui auront des manettes en 2030. Nous, on sera plutôt à la sucrière et aux fraises, donc ce sera d'autres types de manettes, mais en tout cas vous aurez les bonnes, et d'essayer de faire en sorte que vous puissiez vous projeter, même si c'est pas un exercice facile, et puis de rentrer dans cette démarche de participation, puisque le Conseil de développement est un organisme de participation citoyenne, et puis on avait essayé de vous demander, ce qui s'est à peu près bien passé dans l'ensemble, d'avoir une parole à peu près libre, enfin de ne pas faire les réponses de bon élève ou les réponses attendues. Alors, faire une restitution, c'est jamais un exercice extrêmement simple. Alors, cette année, on vous avait organisé en groupe, en petite équipe, hein, entre 6 et 8 personnes. Alors, le jeu consiste à voir si sa tête est sur la photo, effectivement, mais comme la lumière n'est pas terrible, vous êtes obligé de vous rapprocher pour les distinguer. Dans ces séances, on avait une méthode de travail, enfin, assez simple. Il y avait sur ces 3 séances, la première consistait plutôt dans des interviews croisées, enfin, histoire de mieux vous connaître un peu, de vous faire un peu projeter sur vos parcours de vie, vos envies. Il y avait une deuxième séance qui était plutôt sur une mise en situation de décideur, faire un programme électoral dans une ville, et puis une troisième séance qui a été un peu plus compliquée, qu'on a varié un peu. Certains groupes ont eu droit à une variante. Ce qu'on avait fait cette troisième séance sur la question publique-privée, sur la question des médias, ça a été un peu plus compliqué, ce qui fait que les deux derniers groupes, on était revenus sur la gestion de ville, et on vous avait fait travailler sur la question du lien intergénérationnel et sur l'idée d'écoquartier. Donc c'est cette question médias, information. D'ailleurs, c'est aussi intéressant pour nous d'entendre ça, parce qu'on a vu effectivement qu'il y avait, alors je ne peux pas dire des lacunes parce que c'est pas un mot aimable, mais sur cette question d'information, en tout cas de notion publique-privée, c'était quelque chose qui était moins évident pour vous. Alors, avant de dire un peu ce qu'on en a retenu, c'est un certain nombre de différences quand même avec l'équipe de l'année dernière. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, quand je dis ça, c'est simplement des équipes différentes, sans doute des groupes moins homogènes, des opinions plus variées, enfin en tout cas on retrouve quelques grandes lignes, mais je veux dire, il y avait des expressions en tout cas plus particularisées, en tout cas dans les groupes. Alors aussi évidemment quelques points communs. Vos expressions sont en général quand même très liées au contexte personnel. L'endroit d'où vous venez raconte des choses sur votre manière de vous projeter en matière d'urbanisme. Si vous venez d'un petit village ou d'une grande ville, vous ne dites pas forcément les mêmes choses. Il y a aussi un point commun qui est le décalage avec les discours officiels, mais ça on l'avait déjà vérifié l'année dernière. Et on le revérifie cette année entre le discours officiel public et ce que vous pouvez vous percevoir, entendre et ressentir. Il y a quand même un certain nombre d'écarts, mais une capacité d'imagination, je dirais, qui est là à peu près intacte, et en tout cas aussi intéressante que celle de l'année dernière. Alors, si on essaie de résumer la ville que vous avez essayé de décrire.
Voilà. Je coupe le Premier ministre, qui est absolument épouvantable. Non, ça c'était les Rolling Stones. Mais là aussi, c'est une question de génération. Pour vous, les Rolling Stones, c'est une histoire de parents ou même de grands-parents. Donc, donc si on essaie, on va essayer de détailler tous ces points. Les grandes lignes un peu de la ville que vous avez décrites, on va parler des questions de l'écologie, de la question culturelle, de la question de la solidarité, de l'intergénération et de l'imagination et de la participation. C'est un peu les points sur lesquels vous retrouvez tous. Alors, la ville écologique, je crois que c'est le plus évident, mais on le retrouvait aussi l'année dernière. La question du développement durable, etc., on sent que ça fait partie de votre base intellectuelle, en tout cas de votre base de formation. Enfin, c'est des choses que vous avez intégrées, une espèce de sensibilité à l'environnement, ce qui fait que quand vous projetez en matière d'espace urbain, ça donne une ville qui n'est pas forcément bâtie de la même manière. Après, la question des comportements, on n'a pas énormément travaillé là-dessus, mais c'est aussi intéressant, parce que autant vous avez intégré un certain nombre de principes, autant on peut se demander si la question du changement de comportement, vous vous dites pas ça c'est un truc pour les anciens, mais c'est pas pour nous. Et moi, tous les ans, quand on vous reçoit, on fait, enfin c'est pas un test, mais on vous nourrit un peu à l'issue de chaque séance. Là, on vous donne un peu des sandwichs et un coup à boire. Et puis vous pouvez emmener les sandwichs après pour rentrer chez vous. Et moi, je vous observe à chaque fois, et vous parlez beaucoup de tri, des emballages, etc. Mais à chaque fois, toutes les équipes, je vous ai toujours vu emballer, suremballer, prendre des sacs, des doubles sacs, des triples sacs, etc. Et je me dis que la question des comportements, sur les questions développement durable, etc. Alors je vous provoque un peu, hein, c'est volontaire, mais il y a sans doute, c'est quelque chose qui dans votre base intellectuelle c'est acquis. Peut-être que sur la manière de se comporter, vous pouvez vous dire mais non, nous maintenant on est, ça roule. Ceux qui ont changé leur comportement, c'est pas forcément nous. Ça c'est une question qui reste à creuser. Mais en tout cas, la question de la ville telle que vous la voyez, la dimension écologique, elle est évidente, prioritaire, et je dirais ça traverse à peu près tous les groupes, et c'est quand même une évidence assez nette. La question culturelle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on vous interroge un peu sur Nantes, vous plébiscitez l'exemple nantais. Enfin, la ville culturelle, la ville qui bouge. Alors, ça, c'est une expression intéressante parce que, quelles que soient les catégories qu'on interroge aujourd'hui, j'ai vu d'autres étudiants, là, il n'y a pas très longtemps, c'était aussi la même réponse. Nantes est une ville qui bouge. Alors, qu'est-ce qui bouge ? Mais ça bouge. Sauf que selon les catégories, ce n'est pas les mêmes choses qui bougent. Il y a des choses différentes. Mais en tout cas, vous, sur l'offre culturelle, c'est quelque chose d'assez évident, même si vous avez une définition assez large de la culture. Je pense que les bars, etc., rentrent aussi dans l'offre culturelle, et pas simplement le musée des Beaux-Arts, mais la culture, c'est quelque chose d'assez vaste. Et en tout cas, vous avez une idée en tout cas du dynamisme et du mélange qui est un peu porté par ça. Et là aussi, comme la question écologique, pour la ville de demain, la dimension culturelle, elle est assez évidente. Quand on vous a fait travailler sur votre programme électoral là, pour Banalville, etc., la question des salles de spectacle, la question de l'offre culturelle, etc., du tourisme, elle est toujours très, 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 très présente. Donc l'écologie et la culture, c'est, je dirais, vos deux principaux points d'intérêt. La question de la solidarité, de la protection, elle revient aussi. C'est-à-dire que vous ne dessinez pas forcément une mégalopole, mais une ville à laquelle vous donnez une dimension qui reste humaine, et avec des dimensions de solidarité importantes, des dimensions de service public. Même si on l'a vu dans les groupes, la notion de service public, tout ça n'est pas toujours d'une grande clarté. Enfin, les contours ne sont pas forcément toujours bien cernés, mais cette question de l'intervention publique et de la solidarité, elle est quand même assez présente. Ça aussi, c'est un thème qui a traversé, je dirais, assez largement la plupart des groupes.
La question de l'intergénération, alors peut-être que c'est lié au fait que vous ayez des programmes passeurs de mémoire, etc., qui sont dans vos activités, mais en tout cas, beaucoup de groupes en ont parlé, collectivement ou individuellement. Enfin, cette question-là, en tout cas, ça fait partie des programmes dont vous parlez le plus. Beaucoup plus que les autres, ces questions-là. Alors à des degrés divers, il y en a même un qui, je ne sais pas s'il est là, mais qui nous a expliqué que c'est là qu'il avait appris l'existence de Télénantes en allant dans un foyer de personnes âgées. Donc je n'aurais pas dire ça dans ces lieux ici, parce que Éric Varin doit toujours être le président de Télénantes, mais il serait content d'entendre ça. Mais en tout cas, cette question de l'intergénérationnel, du besoin d'apprendre des uns et des autres, et notamment des générations qui vous ont précédé, d'autant plus que vous allez vivre dans un système où vous cohabitez 3 ou 4 générations. Enfin, vous allez avoir des discussions quasiment presque normales avec vos arrière-grands-parents bientôt. Donc, c'est quelque chose qui change quand même la nature des choses. Donc, cette question de la dimension intergénérationnelle dans la ville, elle est importante pour vous. Et puis, je dirais le dernier point qui a été un peu assez largement imaginé. Alors, c'est la question de à la fois de l'imagination et de la participation. On l'a un peu regroupé là-dessous. On a très bien senti qu'il y a une demande un peu d'intervention un peu permanente sur la décision publique. Vous dites, on a le droit de parler, il faut qu'il y ait de la participation citoyenne, il faut dire des choses tout le temps. Et dans les simulations qu'on vous a fait faire, là, dans les jeux de mise en situation, vous avez beaucoup insisté sur ces questions de mise en place d'X conseils, d'X structures pour, au cours de la durée d'un mandat, faire s'exprimer les gens, avec quelquefois des limites quand on vous poussait un peu. Je me souviens d'un groupe qui, alors je ne sais plus si ils sont dans la salle, mais qui au bout d'un moment disait, bon d'accord, on va les consulter souvent, mais ce serait quand même mieux qu'ils soient à peu près d'accord avec nous, parce que sinon ça va quand même être compliqué. Donc vous voyez, ça pose bien les limites de la participation, mais et en tout cas cette question-là a été assez prégnante. Donc cette ville écologique, cette ville culturelle, cette ville solidaire, imaginative, et puis j'ai oublié l'autre, la question de l'intergénération. Je dirais c'est un peu ce qu'on a un peu repéré dans tout ce que vous avez pu raconter. Alors il y a des craintes, mais les craintes, elles sont assez évidentes. Vous avez en gros exprimé les mêmes que l'année dernière. Hein. C'est à la fois la question du chômage, la question du travail, la question de l'échec familial, qui est peut-être revenu un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, ça vous avez beaucoup surpris, cette question de l'échec familial, en disant j'ai envie que mon couple, mes enfants, ça marche, etc. Donc moi, je leur disais, mais vous êtes un peu papa, maman et tout ça. Mais là aussi, question de génération. Mais la question de l'échec familial, elle est aussi revenue. Mais je dirais c'est des craintes assez normales aujourd'hui. Alors ça aussi, c'est un point qui est sans doute un point important. Et qui, dans ce qu'on peut nous transmettre aux élus, enfin en tout cas dire sur la manière dont vous vous projetez, c'est la question de la défiance. Vous êtes plutôt jeune, vous êtes plutôt gai, vous êtes plutôt en pleine forme et vous allez plutôt bien. Mais oui, il y a quand même un certain nombre de défiances qui s'expriment alors de diverses manières, qui sont à la fois vis-à-vis de l'entreprise. Même si cette année c'est plus contrasté, hein. On a eu quelques cas de gens qui disaient moi je veux créer une entreprise, moi je veux, etc., ce qui n'était pas le cas l'année dernière, mais la demande en général est quand même plutôt liée à l'emploi public, à l'emploi associatif, à l'emploi culturel, et le monde économique n'est pas forcément perçu de manière très positive. Alors là aussi, ça peut tenir à des contextes personnels, etc., ce que vous avez pu vivre. Mais cette défiance, elle s'exprime quand même vis-à-vis de l'entreprise. Elle s'exprime aussi vis-à-vis de l'action politique. Là-dessus, on a évoqué un peu la question des élections, évidemment, mais aussi d'autres choses. Vous êtes assez, pas contre l'engagement, hein, mais plutôt ailleurs ou plus dans l'associatif, dans l'humanitaire, dans des actions sans doute plus précises. L'engagement politique, en tout cas, c'est pas apparu comme quelque chose de très évident, et même en vous poussant un peu, enfin un certain nombre, quand je disais, mais
vous avez 25 ans et quand Jean-Marc Ayrault a pris le pouvoir, il en avait 27 quand il est devenu maire de Saint-Herblain. Donc vous pourriez très bien être élu, etc. Il n'y a pas de souci. Vous me regardiez bizarrement. Même si dans la manière de travailler sur ce qu'on vous demandait de mise en situation, ça se passait plutôt bien. Certains avaient même des idées plutôt originales en matière de programme politique, etc. Mais du coup, la question de l'âge, vous disiez, bah non, c'est pas possible, on est trop jeune, ou en tout cas, c'est politique, c'est autre chose. Alors, même si cette perception, elle est sans doute liée aux médias nationaux, enfin, on l'a vu un peu quand on discutait d'information, je veux dire, les chaînes d'infos continues, etc., Internet, etc., formatent sans doute une appréciation de la politique, mais l'expression qui avait été employée l'année dernière, qu'on a retrouvée cette année, qui est de dire on vote pour le moins pire, ce qui est pas très encourageant pour ceux qui se présentent. C'est une expression en tout cas qui est revenue à plusieurs reprises et une certaine défiance vis-à-vis du progrès entre guillemets. C'était pas le cas de tous, mais il y avait cette idée aussi, est-ce qu'on va trop vite sur la question des technologies, ou même on l'avait évoqué avec certains sur la question du médical, est-ce que ça va trop vite? Et donc la définition du progrès, ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que si on se projetait 30 ans en arrière, quand nous on aurait pu nous interroger sur la manière de se projeter dans l'avenir, on aurait imaginé des technologies nouvelles, des choses nouvelles, des progrès, etc. Et vous êtes plutôt dans l'idée, attention, quels sont les risques, quels sont les tenants, les aboutissants de cette notion de progrès. Alors peut-être que vous avez vu des choses qui se sont passées dans les 20 dernières années qui ne sont pas toujours encourageantes, mais cette question de la défiance, elle est présente. Et en même temps que vous avez de l'imagination, que vous êtes plutôt positif dans la manière dont vous vous projetez en 2030, du point de vue des élus, en tout cas de ceux qui vont décider, cette question de la défiance, à mon avis, c'est quand même quelque chose à regarder de près pour pas avoir trop de trop de surprises. Alors juste un petit focus, on est allé pour un certain nombre d'entre vous visiter la centrale de Cordemais. Il y a une promesse qu'on n'a pas tenue parce qu'on avait dit qu'on ferait une seconde visite pour le dispatching électrique de RTE. Ils ont pas été, on a eu du mal à les convaincre parce que c'est compliqué. En plus, c'était une période un peu tendue, un peu difficile. Donc à la place, on va monter en haut de la tour Bretagne tout à l'heure. Donc ça ne remplacera pas le dispatching électrique, mais on aura une excursion supplémentaire. La question de la visite de Cordemais, elle est aussi intéressante parce que moi, je vous ai un peu observé à cette occasion-là. Ça s'est plutôt bien passé. Enfin, vous aviez beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt pour cette visite. Certains en demandaient même plus, en disant mais on aurait dû voir d'autres interlocuteurs pour aller plus loin. Mais ce que je remarquais aussi, là, ça revient sur la question du progrès, c'est que vous aviez beaucoup de questions sur les risques. Cordemais en soi c'est pas une centrale nucléaire, c'est pas un truc extrêmement pointu en matière technologique, mais pourtant vous aviez beaucoup de questions sur les risques, sur les rejets dans la Loire, sur l'incendie, etc. Et ça c'est aussi intéressant. Enfin, je sais pas si c'est de la défiance, mais en tout cas sur des questions que vous vous posez quand on vous montre comme ça un certain nombre d'équipements. Alors ça c'est une question pour laquelle j'ai pas trouvé de réponse. La question des toilettes sèches revient très souvent. Quand on a parlé développement durable, se projeter, etc., on a souvent entendu parler de toilettes sèches. Et j'ai même un dessin. Alors là, je vais le garder. Franchement, je vais le garder. Je ne sais pas si l'auteur ou les auteurs sont là. Mais dans un des groupes, il y en a même un qui a dessiné un immeuble avec une colonne d'évacuation pour les toilettes sèches. Voilà, c'est particulier, mais en tout cas, non mais ça montre bien que d'un coup vous avez d'autres références ou d'autres repères qui ne sont pas les mêmes. Les toilettes sèches pour les gens de ma génération, ça évoque autre chose. Hein, c'est plutôt la cabane au fond du jardin et les mouches et voilà. Enfin bref. Pour vous, les toilettes sèches, ça peut être aussi un élément de progrès. Et donc ça, c'est quand même intéressant à garder parce qu'on voit bien que les regards sont quand même pas tout à fait les mêmes. Bon, voilà. Alors, on aurait pu prendre d'autres exemples que les toilettes sèches, mais c'était assez marquant parce que c'est revenu quand même. Il y a un certain nombre de gens de conseil qui ont participé. On peut le voir. Les toilettes sèches revenaient assez souvent. Alors,
Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Nous, ça va effectivement, vous l'avez dit, faire partie d'un certain nombre d'éléments qui seront transmis aux élus. Le Conseil va publier un document, là, sans doute, début de l'été ou tout début septembre, sur un certain nombre de propositions, enfin sur la manière dont ils voient la métropole en 2030. Donc il y aura une rubrique un peu spécifique, ils auront 40 ans en 2030, qui vous sera consacrée. Et puis on va faire un petit document qu'on avait fait l'année dernière, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, qui racontera un peu l'expérience de cette année avec quelques photos. Bon, quand on vous dit ça, c'est sans garantie. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, vous retrouverez dans le projet de territoire forcément un certain nombre de choses que vous avez dites, etc., texto. Mais en tout cas, ça fera partie des éléments qui sont transmis, parce que en tout cas, c'est un regard qui est un peu différent et c'est un regard qui est un peu décalé. L'année dernière, le gros regard décalé, il avait été sur les transports. Bon, cette année, ça n'a pas été le cas, puisque grâce à l'action valeureuse d'Unicité, vous avez eu droit au transport gratuit, mais ce qui n'était pas le cas de vos collègues au début. Et donc, ils avaient une opinion sur le réseau de transport qui n'était quand même pas du tout la même. Et on voyait bien, du coup, le décalage avec le discours officiel. Hein. Donc voilà, donc tout ça sera effectivement publié et transmis. Et puis, pour la suite, on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, moi, et les membres du conseil pourront en parler aussi bien. Ça a été, en tout cas, c'est une expérience intéressante de vous entendre pour des vieux comme nous. Et ça montre bien, là encore une fois, les écarts qu'il peut y avoir entre une attente sociale et une offre publique, hein, qu'on retrouve aussi dans d'autres catégories de la population. Donc voilà, là, je l'ai fait assez rapidement. On essaiera de faire un petit document là-dessus. Mais voilà, donc c'était le but de cette rencontre, et puis d'avoir un petit échange encore, si vous voulez, sur le sujet. Voilà, alors il y a quelques membres du Conseil de développement qui sont là avec nous. Michel Jouvet dans le fond, Bruno Dehaye devant, Christian Davias et Marc Moussion et moi-même. Ce qui nous intéresserait, si vous voulez bien, c'est peut-être que vous réagissiez par rapport à ce que Gabriel a présenté. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation qu'il a faite, dans l'analyse qu'on a pu faire de vos attitudes, de vos réactions, de vos propositions lors de ces différentes séances de travail qu'on a pu avoir avec vous? Alors, qui se lance? Oui. Ah, c'est pas de votre faute alors, c'est ça. 1, 2. Alors voilà, donc Gabriel, si vous vous souvenez, on mettait tout dans le même sachet et vous dit non, il faut prendre 2 sachets différents pour pas mélanger le sucré et le salé. Enfin bon. C'est la faute des vieux. C'est la faute des vieux. Voilà. Et sinon, plus sérieusement, sur les craintes, vous n'avez pas parlé des craintes politiques qu'on s'était exprimé là-dessus, notamment dans notre équipe sur le score du FN. En plus, c'était avant les élections, donc on sait ce qu'il en est depuis. Et voilà, j'ai pas retrouvé ça dans le diapo. Alors, est-ce que ce sera dans le livret, du coup? Ouais, on est encore en séance, donc allez-y, n'hésitez pas justement à réagir. Oui, ça peut l'être. Moi, j'avais regroupé ça plutôt dans l'idée de la défiance vis-à-vis de l'action politique en général, quoi. Merci pour ces premières réactions. Qui veut encore réagir, ne serait-ce que pour dire que vous retrouvez un peu dans le portrait, ou pas du tout, oui. Personne? Apparemment, ils demandent plus, quand ils réfléchissent à la ville de demain, plus d'instances participatives, etc. Mais on voit bien, là, encore une fois, qu'entre l'envie et après les actes, il y a souvent aussi un certain décalage, puisque ici, on est par exemple sur une instance où l'on peut participer et où l'on peut exprimer son point de vue pour participer à la vie publique, et que ça reste quelque chose qui... Voilà, qui n'est pas encore très... ils ne se saisissent pas forcément du
du moment ou de l'occasion. Et je pense que de participer, enfin voilà, créer des instances pour participer, pareil, à la vie publique. Il y a aujourd'hui, je pense, beaucoup de lieux à Nantes où on peut être consulté, où on peut participer. Après, faire la démarche de s'y inscrire et d'y aller et d'y participer, c'est encore une seconde étape. Mais c'était un peu comme les gestes, éco-gestes, etc. Non, mais d'où l'idée d'inverser la tendance, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre que les jeunes entre guillemets viennent participer, là on a fait le choix d'aller vers eux, enfin en disant on va aller voir eux directement et on leur pose la question. Enfin là aussi on inverse la tendance parce qu'on sait que se réunir à 18h au mois de novembre pour parler de l'avenir de l'agglo, ça trouve vite ses limites. Enfin. Moi, je voulais juste dire, ça fait 9 mois qu'on participe quand même en service civique, donc on s'en saisit quand même de s'investir dans la vie citoyenne et tout. Mais là, vous êtes captif. Quoi ? Vous êtes captif à Unicité. On est captif, mais on a décidé de venir. Vous êtes engagé à Unicité et le conseil de développement se fait dans le cadre de votre service civique. C'est en ça qu'on disait que c'était... Qu'effectivement, là, c'est un engagement qui se traduit et vous l'avez pris, vous, volontairement, pour être en service civique. Mais après, plutôt sur les instances de participation et de consultation, comme ça a été dit dans le compte-rendu. Est-ce que l'exercice qu'on vous a proposé vous a intéressé ? Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième derrière, c'est est-ce que vous imaginez à un moment ou à un autre vous-même aller dans des lieux justement de débat et de participation ? Moi, je voulais juste dire par rapport au temps qu'on a eu avec vous, donc les 3 temps qu'on a eu sur 9 mois, était intéressant sur le fait de comparer notre vision de l'avenir et par rapport à vous, enfin, on n'a pas le même âge, la vision que vous aviez à notre âge en fait sur l'avenir. C'était surtout ça. Enfin, moi, j'ai retenu le débat en fait sur les visions politiques et écologiques ou culturelles qu'on a pour l'avenir comparé à vous, celles que vous aviez à notre âge, quoi. Voilà. Ok, oui. Il y a un vieux qui veut aussi intervenir. Michel. Oui, je voulais vous t'interroger. Est-ce qu'on a des visions si différentes que ça ? Et en quoi sont-elles différentes ? Peut-être qu'on va dire qu'il y a dans les années 80, pour être correct. Il était déjà à moitié vieux. Hein. Oui, ok. La vision de l'avenir que vous aviez à notre âge était peut-être plus positif que nous aujourd'hui. On a l'impression d'être un peu dans une phase de transition. Pourquoi ? Peut-être au niveau des médias et tout ce qu'on voit et ce qu'on entend. Après, on aspire tous à un avenir un minimum heureux, que ce soit au niveau familial ou au niveau du travail. Il y a sûrement un point commun, mais pas même le contexte, quoi, je pense. Voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent rajouter. J'ai un point commun. Ça marche là ? C'est bon, allez-y. Parce qu'en fait, j'avais un peu honte de dire que j'étais pas inscrite aux listes électorales. Et puis, il y avait un membre de conseil de développement qui a dit qu'il a mis aussi du temps à aller s'inscrire. Donc, ça m'a rassurée. Oui, moi, surtout, la différence, au moins en ce qui me concerne, majeure que je sens, et je la sens plutôt à votre avantage. Quand j'avais 20-25 ans, je pensais qu'on pouvait vraiment changer le monde, enfin faire la révolution, ou vraiment changer le monde. Et je crois que vous avez, pour plein de raisons qui me semblent, je ne sais pas si elles sont réalistes, si elles sont justes, je pense que vous avez un regard plus pertinent sur le monde, enfin moins idéaliste que l'on pouvait avoir. Et je fais la différence entre idéaliste et idéalisme. Je pense qu'il faut de l'idéalisme dans la vie. Mais
Je pense que vous avez aussi un regard qui fait que peut-être que c'est d'abord vous qu'il faut changer pour changer le monde. Enfin, je sais pas, il y a une dualité quelque part très très forte. Enfin, encore une fois, je pense qu'on pouvait moi je pensais pouvoir changer le monde. Puis en fait, je me suis rendu compte que si on commençait pas par changer, alors dans le rapport à l'entreprise, dans le rapport aux politiques, dans le rapport à la société, dans le rapport à la famille, etc., bah, on pouvait peut-être attendre longtemps avant que le monde change, quoi. Voilà. Christian, oui, il y a quelqu'un qui veut intervenir là. Attendez. Ouais, je me souviens aussi, on avait noté une différence entre vous et nous. On avait parlé de mai 68, donc c'était aussi sympa. Et je disais vous disiez que vous étiez plus optimiste que nous parce qu'on avait dû faire sûrement des réflexions sur notre avenir, etc. Et moi, j'avais dit que finalement, vous, en mai 68, vous étiez plus optimiste parce que, entre guillemets, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Les acquis sociaux, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc, la jeunesse, etc. Et donc, nous, si on était pessimistes, c'est que tout ce que vous aviez gagné ces années-là, nous, on était en train de les perdre. Donc, voilà. C'était ça un peu la différence. Et que c'était... on attendait, voilà, pour se rebeller, etc., pour changer les choses, il fallait vraiment qu'on soit tombé très bas. Et que pour l'instant, on a encore des choses. C'est pour ça que la jeunesse ne se bouge pas encore, je pense. Pas encore assez. Pour limiter l'écart, quand même, j'ai dû vous dire qu'en 1968, moi j'avais 13 ans, hein, quand même. J'étais pas sur les barricades. Hein. Enfin, il y en a ici sans doute qui étaient. Hein, mais les autres étaient, oui. On est un peu plus. On est un peu plus avancé en âge. Je sais qu'il y a Christian qui voulait dire un petit mot peut-être devant. Oui. Attends, je vais me mettre là parce que ça sera plus facile. Oui, je ne veux pas rajouter grand-chose puisque l'exposé de Gabriel correspondait bien à ce qu'on a perçu. J'ai essayé d'être le plus assidu possible avec vous, donc je vous ai écouté, bien sûr. Et vous m'avez obligé à faire, moi aussi, un retour, en ce qui me concerne, de 50 ans en arrière, pour essayer de quelquefois comprendre votre démarche. Mais ça a été salutaire pour moi aussi. Donc... Moi, en vous écoutant, j'avais griffonné comme ça des choses. Alors c'est un petit peu abrupt, c'est moins rond que la synthèse qui a été faite. Et j'ai peur, à travers cette liste un peu à la Prévert, de vous choquer un petit peu. Donc je passerai sur certaines choses. Mais j'avais fait une colonne contradiction, une colonne certitude et une colonne attente. Puis j'avais noté des choses. Donc je passerai sur les contradictions parce que je pense que c'est inhérent à la vie. On en a tous. Et je pense que c'est ce qui fait avancer aussi. C'est ce qui pousse à la réflexion. Donc tout ça c'est bien normal. Les certitudes, par contre, j'avais relevé certains points, comme ça, hein, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. J'ai trouvé que vous étiez quand même assez... Mais c'est l'âge aussi. Hein, quand j'essaye de me remémorer au même âge ce que je pensais, j'avais aussi des certitudes. Et vous êtes, ce que j'ai pensé, vous êtes imprégné un peu de... Comment dire, d'a priori, c'est-à-dire de pensée un petit peu toute faite. Comme, je citerai... avoir un patron, c'est la galère. La participation à la vie publique, c'est pas pour nous. L'avenir, c'est le service public. Enfin, des choses comme ça, vous voyez. Il y en a d'autres. Mais je dis ça de manière un petit peu rude, là, parce que c'est des mots comme ça que j'ai griffonné, mais ça donne un petit peu le bruit de fond de tout ça. En ce qui concerne les attentes, c'était un petit peu plus précis. C'est vrai que vous avez parlé beaucoup de la gratuité des transports, et ça, je pense que c'est une attente forte qui s'est exprimée un petit peu dans tous les groupes, et même l'année dernière. Chose nouvelle qui était liée au thème, peut-être, c'est la gratuité de l'accès à l'information. J'ai trouvé ça intéressant comme notion. Parce que, oui, après tout, pourquoi pas faciliter l'accès à l'information pour les jeunes notamment. L'accès à Internet, aux télé payantes, enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans les attentes ? Oui, il y avait une notion d'économie dominante, coopérative et circuit court. Ça aussi, on avait trouvé ça intéressant. D'où les toilettes sèches. Toilettes sèches, ça fait de l'engrais. Oui, alors j'avais mis ça en dernier parce qu'effectivement, c'était le côté un petit peu rigolo qui a été relevé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? En ce qui concerne la production d'énergie, oui, il y a eu des directions d'émises sur la production, bien sûr, à dominante d'énergie renouvelable, bien sûr, mais il y avait aussi la notion de fractionner les points de production d'énergie
à l'échelle d'un quartier, mettons, chose comme ça. Bon, une question après d'assurer la continuité du service qui est plus compliquée, mais disons qu'il y avait des fils conducteurs intéressants. L'urbanisme, vous préférez une urbanisation concentrée, mais plutôt horizontale. Hein, tout le monde disait, ouais, les immeubles, 3, 4, 5 étages maximum, ça suffit. Mais c'est vrai et ça a été répété souvent, ça. Donc c'est peut-être là aussi une évolution souhaitable de nos villes. Et oui, ici en dernier, j'avais noté, ça a été évoqué une fois ou deux, un système éducatif de base recentré sur les besoins de la vie quotidienne. Ça n'a peut-être pas été dit tout à fait comme ça, mais on a senti à travers certaines discussions que dans le système éducatif, je parle surtout de collège, lycée, à ce niveau-là, ça manquait c'était pas en prise avec la réalité. Hein, quand on se retrouve après confronté au quotidien, il y a des choses qui devraient être acquises en milieu scolaire. Et ça, c'est certainement vrai. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'idées intéressantes émises dans ces différents entretiens. Voilà, donc moi je ne serai pas plus long parce que ça se recoupe largement avec ce que Gabriel a dit. Moi je pense qu'il faut se remettre aussi avec l'âge que vous avez, c'est tout à fait normal. La vie, après, se charge de nous faire évoluer et de faire évoluer les mentalités. Mais chaque génération, et ça je pense que c'est important, chaque génération porte en elle une certaine évolution de la société. À chaque génération, on avance d'un cran, j'espère dans le bon sens. Voilà, je vais terminer là. Merci pour ces remarques complémentaires. Est-ce qu'il y a Oui. Allez, on va passer le micro. Hein. Je voulais juste savoir, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez demandé l'avis d'autres étudiants, donc c'était qui, c'était quoi? Est-ce que vous êtes dans une démarche pour interroger d'autres gens que nous? Parce qu'on a quand même une opinion assez particulière, je pense, et que c'est pas représentatif de tous les jeunes de notre âge. Voilà. Non, les autres étudiants, c'était l'expérience de l'année dernière. On avait travaillé avec des études. Vous avez parlé c'était les autres qui étaient à notre place l'année dernière, ou bien vous n'avez pas interrogé d'autres étudiants? Ah non, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai reçu d'autres étudiants, mais c'était dans le cadre d'une visite. Enfin, on voit des masters, des gens qui viennent de différentes écoles. Et ça, cet avis-là, vous en servez pas? Parce que c'est juste des choses que vous entendez personnellement. Mais non, mais voilà, ceux-là, c'est des gens qui viennent parler d'urbanisme, parler de territoire, parler de participation, etc. Enfin, qui viennent pour un motif précis. Ça rentre pas dans le cadre d'une procédure de consultation. Je faisais la comparaison parce qu'ils avaient aussi cette idée. Moi, je leur pose toujours la question, quelle image vous avez de Nantes, mais quels que soient les gens, quel que soit leur âge. Et c'est vrai que la question de la ville qui bouge et de la ville culturelle, c'est quelque chose qui traverse, là, cette fois, effectivement, toutes les générations. C'était le seul point de comparaison. On travaillait avec d'autres catégories de jeunes. On l'avait fait l'année dernière avec des étudiants de l'école centrale, avec des étudiants de l'école des mines, etc., qui, effectivement, eux, n'ont pas la même vision de l'entreprise parce qu'ils sont, je dirais, sur des rails, enfin, dans des filières. Mais on retrouve aussi chez eux la question de l'écologie, la question de la culture qui est aussi présente et qui est aussi transversale que chez vous. Il y a que la question professionnelle, je dirais, qui est un peu différente, mais sinon, les points communs sont aussi assez nombreux. Bonjour. Ce que je trouve intéressant dans la question d'Aurélie, c'est qu'effectivement, le Conseil de développement vient se sourcer auprès des jeunes volontaires. Donc effectivement, il y a une diversité de jeunes qui sont très différents les uns des autres, mais ils ont fait tous aussi ce choix-là de s'engager en service civique. Donc ils ont ce point en commun qui fait qu'effectivement, aller interroger aussi d'autres jeunes, ça peut donner aussi une autre vision des choses. Parce que déjà, ils ont quand même ce point-là en commun d'être motivés et pour s'engager pendant 9 mois. Alors effectivement, est-ce que d'autres jeunes apporteraient d'autres choses et une vision qui serait celle-ci? On peut se la poser. Sûrement, mais j'ai pas assez de temps pour aller les voir tous. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, puisque l'année dernière, on a fait un travail avec des groupes de jeunes. Hein, on ne l'a pas refait cette année, de jeunes étudiants à l'école centrale ou à l'école des mines. Donc c'est vrai qu'on a des profils là qui sont assez différents. Souvent, c'est des jeunes qui se projettent sur l'international, qui voient leur carrière ou en Chine, ou enfin voilà.
Donc c'est vrai qu'on est sur des profils assez différents qui ont peut-être pas certaines des préventions qu'on a pu ressentir dans un groupe comme ça, par exemple vis-à-vis du progrès. Là, on a des jeunes ingénieurs qui sont, eux, au contraire, persuadés que le progrès va tout résoudre. Enfin, ils sont dans ce formatage, on va dire, de leur pensée, quoi, hein. Donc oui, bien sûr, on n'a pas le sentiment que le groupe qui est là devant nous reflète la totalité l'ensemble des pensées de la jeunesse. Il y a des jeunesses, ça c'est clair. Oui. Encore que, on peut même nuancer un tout petit peu, hein, mais même sur la question des jeunes ingénieurs, je pense qu'ils ont aussi d'autres, notamment sur la question des énergies, etc. Ils ne se projettent pas sans doute de la même manière que si on les avait interrogés il y a 15 ans ou il y a 20 ans. On voit que ces questions écologiques sont aujourd'hui très, très prégnantes. En tout cas, les questions environnementales sont sans doute plus prégnantes qu'elles l'auraient été si on les avait interrogées il y a 20 ans. Oui. Face au public, ça m'évite pas de me contorsionner puis d'être plus poli. Bon, moi, j'ai trouvé légitime que des jeunes d'une vingtaine d'années ou de 20 ans donnent leur vision de l'avenir en 2030, parce que nous, évidemment, j'espère qu'on ne sucrera pas trop les fraises. Moi, j'ai pas su faire la distinction pour le service civique, si c'est justement le fait d'être à unicité ou bien c'est comme ça dans votre esprit, à votre âge, le fait d'avoir une certaine défiance envers le monde économique, comme l'a dit Gabriel. Le monde de l'entreprise, surtout les grosses entreprises, ça ne semble pas vous attirer beaucoup. Alors peut-être que c'est aussi un peu le panel que vous représentez à travers Unicité qui amène à ça. Ceci dit, moi j'ai trouvé quand même un point très positif à mon sens. Vous me semblez plus raisonnable et plus mature qu'on l'était à votre âge. Alors peut-être, comme l'a dit Gabriel aussi, et comme l'a dit Philippe Audic, donc mai 68, l'idéal, oui c'est Gabriel qui en avait parlé, on était peut-être un peu tout feu, tout flamme. Et comme Michel, j'ai aussi appris à calmer mes ardeurs dans la trentaine pour différentes raisons. Hein. L'environnement familial, fonder une famille, et puis le métier, le travail aussi. L'entreprise ne me laissait pas faire tout ce que je voulais. Mais ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup de maturité, et puis pas de tabou dans les expressions. Notamment, je n'ai pas participé à toutes les réunions, mais certains points sur l'éducation sexuelle, des choses comme ça. Alors je sais bien, vous n'êtes plus des enfants, mais il n'y avait pas de tabou dans tout ça, et je ne suis pas certain qu'une autre génération, en tout cas je n'ai pas le souvenir qu'on ait été aussi libre de parler. Et pour revenir à la différence entre 68, je crois qu'on venait d'une génération très corsetée. Il faut dire qu'on venait d'une période avec De Gaulle, et c'était un homme du 19e siècle. Donc il avait une vision de la société très 19e siècle. Et c'est pourquoi après ça a bougé. C'était pas uniquement gagner des acquis sociaux, c'était pas seulement ça, mais c'était une société très très verrouillée, et tout d'un coup elle s'ouvrait. Voilà. Mais enfin, en tout cas, moi j'étais très, très favorablement impressionné par votre prise de position sur des sujets de société, et d'une façon très, très raisonnée. Voilà ce que j'ai ressenti. Oui, merci. Je crois qu'il y avait quelqu'un a levé la main. Voilà. Du coup, je vais rebondir sur la question du monde de l'entreprise. C'est que, ouais, on s'en méfie, mais du coup, je trouve qu'on avait raison sur ce point-là, et ça pose la question en fait de votre objectivité. Est-ce que vous aviez le droit de prendre parti pour telle et telle question ou tel et tel programme politique, et voilà. En plus, vous avez un peu critiqué nos prises de position des fois, sans donner les vôtres. Alors, du coup, voilà. Ah ben moi, on m'a traité de communiste, par exemple. C'est pas moi. Si. Non, j'ai parlé de soviétique.
Ouais, mais est-ce que... Ouais, c'est vrai que c'était pour nous faire pousser un peu plus loin nos raisonnements, mais est-ce que vous aviez le droit de prendre position ou pas? Sachant qu'on vous cherchait aussi, nous, pour que vous la preniez. Le droit, non, mais le but du jeu, c'était pas qu'on exprime nos positions à nous, tout le monde s'en fiche. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était intéressant. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas de vous faire prendre des positions politiques, et limite on s'en fout, mais même si on le perçoit assez bien dans ce que vous dites, mais sauf que ça réinterroge des définitions, parce que quand on a travaillé avec vous, à part un ou deux qui ont dit moi je suis de droite ou moi je suis MP, on va dire globalement on pouvait tous vous cataloguer tous comme de gauche à peu près. Sauf que la définition que vous avez de la gauche, quand on la compare avec la nôtre, on se dit, vous savez, c'est plus tout à fait les mêmes choses. Il y a des écarts. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que savoir pour qui on vote pas, ça présente assez peu d'intérêt. D'ailleurs, on vous a pas demandé pour qui vous votiez. Par contre, de voir un peu quel contour vous donniez aux choses, c'est ça qui est intéressant. Et si avec vous, on a parlé de l'Union soviétique, oui, parce que vous aviez des positions assez radicales là, sur le programme, sur les nationalisations, etc. Donc moi, je vous titillais un peu en disant, mais ça, c'est l'Union soviétique. Ça donne en tout cas des contours sur la manière dont vous pouvez percevoir le service public, percevoir l'intervention publique. C'était ça, l'idée, c'était d'avoir cet échange-là. Nos positions à nous, en plus, il peut y avoir des positions différentes. Moi, j'en sais rien. La position de chacun des membres du Conseil, à la limite, c'est pas mon problème. Ok. Oui, juste pour votre histoire qu'on a peur des entreprises à l'heure actuelle. Enfin, je connais pas trop le contexte de l'époque, mais il me semble que ces dernières années ont été beaucoup marquées par la mondialisation aussi. Et tout ce qui est délocalisation à outrance vers les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Donc, ça a quand même, je pense, fragilisé au maximum les postes. Et les gens en entreprise, on a souvent peur de se dire, du jour au lendemain, on peut perdre notre travail parce que l'entreprise, elle se déplace ailleurs. Je pense que c'est ce qui fait en grande partie la peur de l'entreprise. Mais en même temps, on peut créer une entreprise et dominer le monde en 20 ans. Là aussi, c'est une petite provocation. C'est-à-dire qu'il y a aussi des entreprises qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui, vous voyez Apple par exemple, j'exagère, c'est 30 ans, qui deviennent des entreprises qui sont les premières du monde, quoi. C'est aussi ce qui peut se passer dans une époque comme la vôtre, si je puis dire. Il n'y en a pas 50 des entreprises qui du jour au lendemain dominent le monde. Et si on a une qui domine le monde, il y en a aussi 50 qui sont écrasées. Et c'est surtout pour les 50 qui sont écrasés les mastodontes qui disparaissent, oui, on est bien d'accord. Mais pour participer à un groupe de réflexion du Conseil de développement sur les questions économiques, je voudrais vous dire que la défiance, la peur de l'entreprise n'est pas propre aux jeunes que vous êtes, ni aux jeunes en général. Il y a pour plein de raisons. Nous avons aujourd'hui en France, en Espagne, il y a un jeune sur deux qui sont actuellement au chômage. Enfin, il y a des taux de chômage, il y a un taux de chômage supérieur à 20%. Moi, je reviens de Grèce où ma fille travaille là-bas. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. C'est vraiment épouvantable. Donc, je crois que la défiance de l'entreprise que vous avez exprimée et que Gabriel Vitré a remis en avant n'est pas propre aux jeunes générations. Ça traverse toutes les couches aujourd'hui de la société. Peut-être ce que vous exprimez, mais ce que des gens plus âgés, c'est pour ça que la différence jeune, pas jeune, encore une fois, il faut regarder la pertinence de cette opposition ou de cette dualité. Je crois que ce que vous exprimez, mais ce que beaucoup de gens expriment, moi je dis ça aussi pour vous réinterroger un peu là-dessus, c'est dans un monde, au moins le nôtre, que je vais qualifier de relativement inquiétant ou anxiogène, qui développe les peurs, les replis sur soi, d'où peut-être le Front National et d'autres choses. Vous exprimez quelque part par rapport à votre avenir un besoin, et qui est tout à fait légitime, qui est un besoin de sécurité. Comment vous pouvez marier ce besoin légitime de sécurité, le besoin aussi de prendre des risques dans sa vie, parce que sans prise de risque, parfois on n'avance pas. Je crois que c'est ça la grande question qui vous est posée et qui est posée un peu à tout le monde. C'est oui, vous avez besoin de sécurité dans votre travail, dans votre job, dans vos revenus, dans votre avenir. Ok, c'est pas propre à vous. Mais comment peut-être vous qui êtes
à l'âge où vous êtes, là où vous êtes dans la vie, comment vous pouvez aussi prendre des risques pour faire que des choses bougent, y compris dans le monde de l'économie. C'est cette dualité de sécurité et de prise de risque, je crois, sur laquelle il faudrait réfléchir, il faudrait travailler un petit peu plus. Mais la question de la défiance par rapport au monde de l'entreprise, moi je l'entends un peu partout. Il n'y a pas que dans la bouche des jeunes que je l'entends. Seulement, je ne me suis pas retrouvé du tout et je ressens de la frustration. Avec le PowerPoint que je regarde, j'ai l'impression que c'est pas mal de banalités qui ressortent, qu'on aurait pu approfondir certains sujets, que ce soit avec un petit peu de temps de préparation, ou bien une formule différente, un peu plus rythmée, je sais pas. Mais j'ai pas réussi à me saisir de ces temps, et à moi aussi en tant que jeune de prendre d'autres places dans la ville où il y a des instances participatives. Mais c'est un peu dans le flou que je venais au conseil de développement et j'ai pas l'impression qu'il en ressort grand chose sur des idées personnelles qu'on a. On a sorti des choses assez générales qui moi me surprennent pas du tout. Enfin, je pense que c'est ce qui est dit de la jeunesse depuis longtemps, enfin sur la parole qu'on fait ressortir. Donc voilà, je trouve la formule peu adaptée à mon goût et dommage parce que le conseil de développement je connaissais un petit peu avant, je respecte, j'aime bien la formule, mais là notre temps d'intervention je ne trouvais pas adapté. Mais bon, vous pouvez continuer à venir au conseil de développement. Vous allez donner vos adresses mail, ceux qui veulent avoir connaissance de nos programmes d'activité, des groupes de travail. Si vous avez un petit peu de temps, on sera très heureux de vous accueillir. Alors là, on est sur des délais, effectivement, on travaille sur des durées plus importantes. La formule, les formules sont faites pour changer. Il n'y a pas de formule figée. Plus de préparation en amont, oui, ça pourrait être fait, effectivement, transmettre les scénarios, etc. avant. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient forcément tous lus avant. Sur les banalités, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas aussi banal que ça pour les gens qui les écoutent. Il y a des choses qui sont dites par les jeunes générations. Je vous jure, pour un certain nombre de décideurs, c'est pas aussi évident que ça. C'est pas forcément des choses qu'ils ont entendues tout le temps. Et là, on est sur une projection. Donc, c'est essayer d'avoir quelques grandes lignes de force. Quand on fait un projet de territoire à 30 ans, c'est intéressant que les élus voient quelles sont un peu les lignes de force de cette jeunesse-là. Donc, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est essayer de faire une synthèse assez rapide. Mais je ne suis pas sûr que pour un certain nombre de décideurs, ce soit aussi banal que ça. Effectivement, la formule, on pourrait évidemment la travailler, on pourrait l'approfondir, on pourrait aussi en changer. Après tout, peut-être qu'il faut en changer. On avait fait le choix d'avoir des groupes de 6 ou 8 parce que c'est un moyen de faire en sorte que l'expression de tout le monde puisse se faire. Et on se rend compte que même à 6 ou 8, c'est pas évident. À 6 ou 8, il y en a quand même souvent un ou deux qui s'expriment et les autres qui approuvent, ou en tout cas, ou qui n'approuvent pas, mais qui le manifestent pas forcément. Donc c'est aussi compliqué la gestion de ce groupe-là. Donc il faut restreindre les groupes le mieux possible. Mais c'est évident que cette formule-là, elle a rien de... On expérimente en marchant. Je veux dire, si on continue ça avec unicité, on fera peut-être d'autres choses qui seront pas forcément ce genre de travail en petit groupe. On n'est peut-être pas d'accord avec Stéphane non plus. Sur l'opinion, sur le fait que vous ayez des idées banales, ça, effectivement, chacun en prendra acte et chacun dealera avec cette opinion. Mais plutôt une proposition sur la formule. En tout cas, c'est la question qui a été posée au début. Est-ce que vous y êtes retrouvé ou pas? Et si vous n'y êtes pas retrouvé, qu'est-ce que vous auriez aimé? Si on nous le dit pas, t'as pas dit la main. Ouais, juste. Non, j'ai une proposition, c'est de faire les rencontres, les réunions, on va dire. Non, avec un élu local, parce qu'en fait, vous êtes là pour qu'on se pose des questions. Et moi, j'aimerais bien qu'on y réponde. Du coup, parce que
Parce que du coup, les questions qu'on se posait, je vous les posais directement. Et donc, comme on parlait avant, vous, c'est pas... Enfin, fallait pas que vous répondiez, etc. etc. Donc, ça aurait été sympa d'avoir un élu local qui réponde à toutes ces questions. Et ça aurait été intéressant, concret. Et ça aurait été peut-être moins en l'air, comme disait Stéphane. Ou voilà, ce serait vraiment bien. Vous auriez voulu avoir des gens sérieux en face de vous, en fait. Non, mais qui répondent aux questions. Après, vous étiez là pour qu'on s'en pose. Ce qu'on a fait. Mais Vous avez fait plutôt en quantité, plutôt bien d'ailleurs. Enfin... Mais qui répondent aux questions concrètement sur le terrain. Voilà. Parce qu'ici, on est vraiment sur de la réflexion et c'est vous qu'on interroge. On n'est pas là effectivement pour amener des réponses. On est bien là pour chercher des réflexions, des questions, etc. C'est peut-être deux choses à distinguer. En tout cas, nous, dans notre démarche, on n'est pas là non plus, en tout cas avec le Conseil de développement, pour faire amener des réponses toutes faites. Mais c'est marrant ce besoin de réponse. Enfin, ça rejoint un peu la sécurité, tout ça. Enfin, bref. Oui, sachant que comme on essaye de se projeter à 2030, ce sont sans doute pas les élus d'aujourd'hui qui peuvent apporter des réponses aux propositions pour 2030. Moi, je vais juste revenir sur ce que tu as dit, ce que tu as dit, Stéphane. Moi, je prenais le temps qu'on a eu avec vous comme un débat et un moment d'échanger sur les idées qu'on peut avoir sur l'avenir. Après, sur ce que tu disais, Stéphane, où c'était par rapport au bilan un peu de les temps qu'on a passés, tu souhaiterais que ce soit un peu plus détaillé ou plus précis, et du coup qu'il y ait un temps en amont qu'il y ait une préparation en fait, qu'on prenne plus de temps pour. Moi, je trouvais ça pas mal. Hein. Et je trouve que, contrairement à Stéphane, s'il y avait de la préparation, personnellement, je l'aurais certainement pas fait. Enfin, je me connais. Et après, c'est cool aussi de se poser avec son équipe et d'échanger sur ces thèmes-là. Enfin, on le fait jamais. Et du coup, c'est hyper constructif. Et voilà. Donc, moi, je trouvais que la formule était bien. Et en plus, les thèmes abordés, très intéressants. Et la manière dont c'était fait, c'était assez rigolo. Après, effectivement, tout le monde ne s'exprime pas de la même manière. Et effectivement, il y en a un ou deux qui portent le reste et les autres disent ouais, c'est pas mal. Mais n'empêche que vu comme vous nous laissez en groupe tout seul et qu'on se connaît, on discute et on débat et voilà. Donc moi, je trouvais ça bien. Voilà. Mais ce qui montre peut-être que s'il y a des demandes, je dirais, plus pointues, la formule elle peut aussi s'adapter par rapport à ces demandes-là. Parce que c'est aussi légitime que certains aient envie d'aller un peu plus loin et de faire des choses un peu plus détaillées. C'est aussi intéressant pour nous. Hein. Bien, est-ce qu'il y a encore une expression ou non ?